Saïd El-Ketani, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Avec plaisir. Vous êtes spécialiste en médecine interne à CETAD à Casablanca. Alors, docteur, on va parler aujourd'hui de l'évolution de la situation épidémiologique du COVID-19 au Maroc. La question que j'ai envie de vous poser, docteur, c'est quelle lecture faites-vous de la courbe de contamination et quelles conclusions tirez de l'évolution de cette courbe? Les chiffres qu'on interprète sont issus de deux éléments importants. C'est les définitions, ce qu'on appelle les définitions épidémiologiques du cas, en l'occurrence ici le Covid-19, et la capacité que nous avons à faire les analyses. Et cette capacité à faire les analyses, au départ au Maroc, faisait un petit peu défaut. Elle faisait un petit défaut parce que deux paramètres étaient importants. Il y a le laboratoire qui fait l'analyse, ça doit être un laboratoire de haut niveau de sécurité virologique, P3 ou P4, et on devait avoir suffisamment de réactifs. Donc au départ, on faisait peu d'analyses. Mais avec le temps, maintenant, on fait presque plus de 10 000 analyses par jour. Et le ministère compte faire jusqu'à 20 000. Donc, quand on voit un petit peu les courbes, et là, je vous invite à projeter la figure 1, nous avons la progression de ce qui a été réalisé au niveau des chiffres marocains pour les examens de PCR, de virologie, qui détectent des particules du virus, parce qu'il y a d'autres analyses qui détectent au niveau du sang. Et donc, on est passé de 3345 analyses faites le total jusqu'au 1 avril, à 36 000 analyses faites au début du mois mai, et à fin mai, on est arrivé à 209 000 analyses. Donc c'est énorme, c'est énorme. Et donc il y a une progression multipliée presque par 20, puis entre les deux derniers chiffres, c'est multiplié par 5 à peu près. Et le taux de positivité de ces analyses est à peu près, au départ c'était à peu près de 20%, ça veut dire on testait dans 100 personnes et 20 personnes étaient malades. Actuellement, puisqu'on a fait un effort énorme et on surveille même les contacts, c'est à peu près 4% des personnes qui sont... Et donc, quand on voit l'évolution des cas collectés chaque jour, on voit que c'est la figure numéro 2. Et là, on voit que vraiment, les choses sont très particulières dans le sens, il y a une augmentation importante jusqu'au mois d'avril à peu près, puis il y a une diminution assez progressive, mais avec comme si on a deux ondes. Il y a une grande onde, puis il y a une deuxième onde plus petite, et les derniers jours, en nous rencontrant et nous observons des chiffres beaucoup plus bas. L'idéal, c'est d'aller voir un petit peu, et c'est la courbe, la figure numéro 3, elle est beaucoup plus facile à lire dans le sens où on lit l'évolution des cas collectés au Maroc en semaine. Et on se rend compte que depuis mars jusqu'à moitié avril, on a augmenté progressivement les chiffres et on a atteint un chiffre, le pic entre guillemets de la semaine, c'est celui qui a été obtenu au niveau de la semaine du 20 au 26 avril avec 1210 cas. Puis, il y a une certaine stabilité et l'évolution, alhamdoulilah, depuis le 10 mai, nous voyons systématiquement et régulièrement les chiffres hebdomadaires diminuer. Et ainsi, on est passé de 807 à la semaine dernière, on est à 374. Donc, ce sont des chiffres qui sont en nette baisse. Avec les chiffres des cas collectés, il y a, et c'est ce qui fait le plus peur au niveau de cette maladie, c'est le taux de décès. Et donc, le taux de décès, on le chiffre sur le nombre de patients qui sont malades. Et donc, le maximum au Maroc, on l'a rencontré pendant 13 malades étaient décédés en un seul jour. Puis, les chiffres se sont nettement améliorés. Et là aussi, on
revient à un graphe, la figure numéro 5, c'est par semaine. Là aussi, c'est très intéressant et plus fluide et plus facile à analyser. Et donc, le nombre de décès par semaine était important pendant les 2 premiers mois. On est arrivé à un maximum de 48 décès par semaine. Et depuis donc fin 10 avril, on est dans une évolution excellente. Et donc, le nombre de décès a nettement diminué. Et donc, depuis à peu près un mois, on est dans les 10 à 6 décès par semaine. Et donc, les chiffres ont été multipliés par 4, voire par 2. Et malgré tout, le nombre de décès, il faut toujours le rapporter au nombre de cas et au nombre de populations. Et donc, nous avons actuellement, c'est un taux de 2,6% de létalité au Maroc. C'est des chiffres très raisonnables et très comparativement à d'autres pays qui voient des chiffres de 5%, même de 15% parfois, même pour des pays européens. Alors, vous avez parlé tout de suite des cas de décès, des nombres de décès par rapport à un ratio. Alors, comparativement, est-ce que ça reste comparé par rapport aux pays européens, aux pays du Maghreb? Oui, quel est en fait l'indicateur de comparaison en fait, de la ratio du nombre de décès? Donc, pour avoir soit que le ratio des décès, soit le ratio des cas, l'idéal, c'est de les reporter au nombre de populations. Et donc, je vais dire, par exemple, au départ, on voyait que les chiffres tunisiens étaient faibles. Mais quand on les rapporte aux chiffres, à la population, en Tunisie, c'est à peu près 7 millions de personnes. Au Maroc, c'est 36 millions de personnes. En Algérie, c'est 40 et quelques millions. Donc, les chiffres sont lus autrement quand on donne les ratios selon la population. Et les chiffres marocains sont parmi les chiffres honorables de plusieurs pays, et notamment de la région MENA en général. Dans l'analyse, quels sont les types de cas qu'on retrouve au Maroc? Oui. Donc, pour répondre à cette question, on va voir un petit peu donc c'est la figure numéro 6, c'est les caractéristiques démographiques. Donc, comparativement à d'autres pays, la population touchée au Maroc est une population jeune. Et donc, nous avons déjà sexe ratio. Sexe ratio, c'est on dit combien de femmes pour un homme. Donc, le sexe ratio est à peu près au Maroc à 1,2. Donc, ça veut dire qu'il y a pour une femme, il y a un homme et 0,3. Donc, si on va, par exemple, voir plus d'hommes que de femmes. Et donc, les tranches d'âge les plus touchées, ce sont les tranches d'âge âgées de 25 à 65 ans. Et on a vu que selon la progression au Maroc, la moyenne de l'âge a diminué au fur et à mesure parce que c'est la population qui travaille le plus, qui sort le plus, qui a été la plus contaminée. Et toujours en voyant un petit peu la gravité, sur le total des malades, nous avons à peu près 85% des cas qui sont soit asymptomatiques, ça veut dire qu'ils n'ont aucun symptôme, ni fièvre, ni toux, ni dyspnée, ni mal de gorge, soit à peu près 12% qui ont des petites fièvres, un petit malaise, des courbatures, mais malheureusement, il y avait à peu près 3% qui étaient hospitalisés dans un état sévère. C'est ce qui explique que le taux de décès soit élevé. Mais comparativement à d'autres pathologies, les cas graves ne sont pas très fréquents dans cette maladie, même si ils peuvent entraîner un décès. Toujours dans la comparaison entre les malades et les décédés et les guéris, on voit un petit peu la figure 8 et on voit quelque chose de très important, c'est l'âge. Plus on est âgé, la moyenne d'âge des décédés est de 64 ans, comparativement à moins de 40 ans pour les gens qui ont guéri. Et on voit il y a plus d'hommes dans les patients qui sont décédés. Et quand on voit un petit peu la pathologie, avec quoi ils étaient malades, c'est la figure numéro 9. On voit essentiellement, c'est des hypertendus, c'est des diabétiques et c'est des personnes obèses. Donc, ce sont les facteurs de risque les plus importants qui, avec la gravité de la maladie,
peuvent être des signes prémonitoires de décès. Docteur, on a vu que les cas ont augmenté à un moment donné et ça s'est calmé, ça s'est stabilisé. Mais comment s'est passée cette progression en fait au Maroc? Il est très difficile de répondre à cette question dans le sens que c'est une maladie qui est nouvelle. On ne la connaît pas suffisamment. Ce qu'on apprend, c'est avec les pays qui nous ont déjà précédés. Et il y a ce qu'on appelle la variabilité. Il y a quelque chose de très important. On va la voir dans une autre courbe pour les pays européens. L'évolution est aléatoire. Parfois, elle peut augmenter, elle peut diminuer sans qu'on ne sache vraiment scientifiquement pourquoi. Parce qu'il y a des clusters, il y a des contaminations particulières entre des personnes dans des situations particulières. Et donc, maladie nouvelle, pour réussir le passage à la déconfinement, il faut insister sur les mesures barrières, insister dessus énormément. Maintenant, le ministère de la Santé a introduit quelque chose d'extraordinaire, c'est l'application sur les smartphones qui va peut-être améliorer encore la recherche de ces malades et l'évolution, comme je l'ai dit, dans certains pays, c'est la figure numéro 10. Par exemple, là, nous avons ce qui s'est passé en Italie et en France, et on voit que c'est des courbes en dents de scie. Donc, il y a des évolutions qui sont, si on voit par exemple la courbe verte, c'est la courbe italienne. La diminution en courbe en baisse, elle est douce, mais il n'y a pas beaucoup de dents de scie. En France, il y a beaucoup de dents. Il y a ce qu'on appelle nous paramètres biologiques, il y a une grande variabilité. Et cette variabilité, on ne peut pas parfois bien l'expliquer scientifiquement et on la constate, mais c'est avec le temps qu'on aura des explications scientifiques à cette variabilité. Alors, donc, compte tenu de cette donne, est-ce qu'il y a un risque de rebond par rapport à la contamination? Il y a toujours un risque réel. Mais quand on voit cette courbe qu'on a vue tout à l'heure, il y a une nette diminution des chiffres, même en Italie, même en France, même avec le déconfinement. Donc, il semble qu'il n'y ait pas de risque d'une deuxième vague. En tout cas, sur les chiffres que nous avons actuellement. Donc, à combien de pourcents il n'y a plus de risque? Non, si on voit par exemple la courbe italienne, je vais dire à 100%, il n'y a pas de deuxième vague. Mais quand on voit la courbe française, on doute. Est-ce que vraiment il y aura une deuxième vague? Donc il y a des variables qu'on arrive, parce que c'est une maladie nouvelle, on ne la cerne pas suffisamment. Mais ce qui est important, c'est que cette maladie, en fin de compte, si on voit ce que disent d'autres épidémiologistes, si on voit les maladies réelles, la grippe saisonnière tue plus que ce qui a été constaté avec cette maladie. Nous, en Afrique, on meurt plus de diarrhée, de paludisme, de famine. C'est là où notre catastrophe est énorme. Donc là, il faut balancer entre le risque réel de cette maladie et ne pas trop en avoir peur. Et on va vivre avec, comme on a vu avec d'autres SRAS, comme avec d'autres Covid. Elle va rentrer dans les mœurs de tous les jours et de toutes les années, Inch'Allah. Donc, je pense, donc, docteur, si on regarde bien, la chute en fait, des cas de contamination et la faible en fait, hypothèse d'un rebond, donc ça veut dire qu'on peut aller tranquillement vers un déconfinement. Donc, vous militez pour un déconfinement rapide. Oui, il faut déjà, pour être honnête, au Maroc, le déconfinement officiel, c'est pour le 10 juin, mais maintenant, nous vivons un certain déconfinement, puisqu'il y a un retour de certains moyens de transport, il y a des usines qui ont ouvert. Donc, je pense que c'est très judicieux, dans le sens, c'est un déconfinement progressif qui va nous montrer la réalité de notre réactivité de notre système. Au départ, notre système était difficile, sa réaction était difficile, c'est le cas de tous les pays, pas uniquement le Maroc. Et donc maintenant, la machine est entre guillemets rodée, et donc en principe, nous n'aurons pas de difficulté. Le système de santé, il est là, il a prouvé son efficacité à faire face à la problématique. Le déconfinement, il est très important.
on va y aller crescendo. L'idéal, c'est qu'il soit spécifique par région, spécifique par ville, pour que maintenant, il y a des villes qui sont déclarées Covid-0. Donc, peut-être que l'idéal, c'est que de démarrer encore plus au niveau de ces villes, mais tout en ayant avec une grande surveillance, donc surveiller d'une manière intensive les gens pour qu'au moindre élément particulier, on puisse isoler les patients. Et chaque fois qu'on isole les patients, qu'on isole les contacts, on est sûr que la progression va diminuer. Alors, docteur, la dernière question, c'est en matière de stratégie. Est-ce que la stratégie adoptée par le gouvernement, par le ministère de la Santé et le gouvernement dans sa globalité, elle est bonne? Et qu'est-ce qui a manqué pour endiguer très tôt en fait, la propagation du virus au Maroc? En épidémiologie, en sciences humaines en général, c'est très facile de venir critiquer par la suite. La grande difficulté, c'est de prendre la décision le moment X. C'est là où on peut. C'est très facile de venir par la suite dire voilà, ça a été fait. Mais notre réalité, c'est que notre système n'était pas suffisamment adapté. Et c'est les deux éléments que j'avais introduits au départ. La définition qui était un petit peu restrictive et le nombre d'examens qu'on ne pouvait pas faire. Il y avait uniquement 2 laboratoires qui étaient de niveau P3 pour pouvoir faire les analyses. Maintenant, on est plus à 20 laboratoires. Donc, c'est un gain important. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ce qui a été fait est excellent. Et si les choses n'étaient pas faites dans les meilleures conditions, c'est parce qu'il y avait des impératifs qui ne pouvaient pas, on ne pouvait pas les faire. Maintenant, il faut potentialiser sur la chose, pousser sur la recherche médicale, la biomédicale. Donc, pour que nous en Maroc et en Afrique en général, on produise nos propres réactifs, on produise nos propres respirateurs, on produise nos propres outils de surveillance pour que la chose soit mise. Même le système marocain, il a profité de ce qui a été fait pour H1N1. Et chaque année, on va, Inch'Allah, profiter des situations et améliorer la situation. Merci beaucoup, Dr Saad El-Kitani. Ça fait grand plaisir. Je rappelle que vous êtes spécialiste en médecine interne Merci. à Casablanca. Merci, docteur. Merci beaucoup.